Quand je suis sortie du rendez-vous de juillet 2024, au cours duquel j'ai appris que j'en étais à un stade chronique et que les symptômes ne disparaîtraient pas, je n'ai pas réalisé tout de suite ce que cela signifierait. Dans un premier temps, j'étais contente de pouvoir enfin mettre des mots sur ce que je vivais et de voir que je n'étais pas un cas unique. Ce n'est que 2 mois plus tard, en septembre, que cela m'a percuté. Les mois qui ont suivi ont alors été douloureux, parce que cette fois, tout espoir que la vie normale, la vie d'avant reviendrait, s'était éteint. Pour pouvoir avancer, reconstruire une vie et ne plus seulement subir, ni me contenter d'attendre que ça passe et de faire avec, j'ai commencé à entamer un travail de deuil, ou plutôt d'acceptation. C'est ce que je vais vous raconter dans ce 3e et dernier épisode. Je suis Sophie Lemaître, bienvenue dans Moi et mon TCDG, une mini-série de vivre avec un traumatisme crânien. Au cours de 3 épisodes, je vous emmène découvrir les différentes étapes de cette vie qui a basculé à cause d'un traumatisme crânien dit léger ou TC léger. Dans cet épisode, vous entendrez aussi le témoignage de Jérémy, dont la vie a également été chamboulée, ainsi que la voix d'Edith Louis, présidente de la FTCLR, l'association des familles de traumatisés crâniens et cérébrolésés du Languedoc-Roussillon, ou encore la voix de la neuropsychologue Mélissa Dardet. Épisode 3, le chemin de l'acceptation. Retrouver un équilibre de vie est un long chemin. Cela commence par accepter que vous ne guérirez jamais et que vous ne retrouverez pas vos capacités d'avant, une réalité douloureuse à laquelle Jérémy a été confronté. J'ai personnellement eu du mal à ne pas comprendre en fait que la médecine ne pouvait pas m'aider. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, quand vous allez chez un médecin, c'est pour avoir une réponse, pour avoir un traitement. Et là, vous allez chez des médecins et on vous dit on peut rien faire pour vous, ou on peut vous donner peut-être ça pour vous soulager un petit peu, mais on peut pas vous guérir. Et ça, j'ai mis énormément de temps du coup à l'intégrer. Et pendant très longtemps, j'ai essayé de chercher à guérir. Et voilà, donc le chemin, en fait, quand vous êtes que dans essayer de guérir un petit peu tout le temps, finalement, vous avancez pas. Si la guérison n'arrive pas, vous reculez à chaque fois, en fait. Tout comme Jérémy, j'ai cherché à aller mieux pour redevenir comme j'étais avant, tout en modifiant ma façon de vivre. Sauf qu'au bout de 3 ans, quand cela ne va toujours pas mieux, c'est un autre travail qu'il faut faire, celui de l'acceptation. Le risque sinon est de rester bloqué dans cet entre-deux, de subir perpétuellement, de ne jamais avancer. C'est un travail difficile à réaliser car vous devez dire au revoir à la personne que vous étiez, vous devez repenser, reconsidérer le futur que vous aviez envisagé et trouver une manière de vous épanouir dans votre nouvelle vie avec votre handicap invisible. L'aide d'un neuropsychologue ou psychologue est à mon avis essentielle. J'ai demandé à Mélissa Dardet, neuropsychologue, comment on peut accepter sa nouvelle situation pour retrouver un équilibre de vie. C'est une question effectivement importante et assez difficile parce que finalement là, en mon sens, ça touche aussi les notions de deuil potentiel. Si je ne retrouve pas effectivement mes capacités comme elles étaient avant le traumatisme crânien, forcément je passe par une grande étape avec plein de sous-étapes d'adaptation, au sens large du terme et notamment une adaptation émotionnelle, identitaire aussi, ce que ça vient dire de moi, comment aujourd'hui je m'inscris dans mes relations, dans mon travail, dans ma gestion quotidienne, etc. Et donc, ces adaptations, c'est des deuils. Donc ça, c'est propre à chacun, propre à chaque parcours. C'est souvent difficile, ça prend du temps. En mon sens, les éléments qui peuvent peut-être aider ou qui sont peut-être à aller agrémenter, renforcer autant que possible, c'est déjà observer qu'est-ce qui reste, de recibler en fait les éléments qui sont toujours satisfaisants dans mon fonctionnement et dans mon quotidien, parce que bien entendu, quand je vis un traumatisme crânien avec tout ce que ça implique comme changement, comme conséquences, comme difficultés, je suis, et c'est tellement compréhensible, aussi focalisée sur les difficultés, et donc je peux aussi involontairement plus du tout regarder mes forces et ce qui fonctionne. Ce qui va agrémenter en fait le vécu douloureux de ce qui se passe et des conséquences. Ça veut pas dire qu'en regardant les forces et ce qui fonctionne toujours, j'en oublie bien entendu les difficultés, mais ça permet déjà de remettre peut-être des éléments dans ma balance entre ce que j'ai l'impression d'avoir perdu, ce que ça coûte aujourd'hui, certaines activités, identités, etc. Et en même temps, ce que j'ai quand même et qui là pour le coup reste stable, et qui plus est, sur lesquels je peux peut-être m'appuyer derrière pour réadapter un petit peu mon quotidien face au contraire là aux difficultés que je vis. Ça peut être un premier point. Ça peut être aussi, selon mon mode de vie, selon ma perception, d'essayer de considérer, est-ce que mon mode de fonctionnement, alors avant me convenait parfaitement, sans parler de mes capacités, évidemment, j'aurais toujours envie qu'il n'y ait pas eu ce traumatisme crânien,
on est clairement d'accord là-dessus. Mais est-ce que, effectivement, dans mon fonctionnement, il y avait peut-être des éléments qui finalement me convenaient pas pleinement, ou peut-être j'étais dans des boucles aussi, un petit peu malgré moi. Et aujourd'hui, parce qu'il y a des choses qui me sont plus difficiles, ça vient réinterroger peut-être le sens que je donne aussi à ces axes-là, le sens ou la valeur aussi que j'y accorde, l'importance que ça représente pour moi. Est-ce que peut-être cette phase-là de transition, aussi douloureuse soit-elle, vient me centrer sur des aspects très différents de ma personnalité, de mon équilibre ou de ce qui le constitue, et qui peut permettre là à nouveau de venir un peu questionner l'ensemble post-traumatisme crânien et dans l'impact que ça peut avoir. Est-ce que, selon le type de difficulté, toujours pareil, ça peut peut-être m'inciter aussi à aller plus dans de l'expression de ce que je vis ou de certaines difficultés très spécifiques et concrètes. Et du coup, peut-être que de cette manière-là, ça peut renforcer certains liens aussi, et du coup, je peux y voir un aspect qui peut être positif. Toujours pareil, ça gommera pas les difficultés vécues, ça donnera jamais envie à la personne de revivre le traumatisme crânien, évidemment, mais c'est comment je peux y trouver un autre sens aussi, en parallèle de l'aspect douloureux, qui là peut nourrir en fait des éléments qui sont importants pour moi, en termes de personne, en termes d'équilibre, de bien-être en fait, de manière plus large. Je peux, d'un point de vue plus concret, parce que c'est à l'aide de support, mais aussi aller sur certains types de lectures qui peuvent essayer de m'aider en fait à cheminer et à voir un peu ces axes ou à les questionner ces axes-là pour favoriser un petit peu ces processus de deuil et du coup retrouver une forme d'équilibre, même si les choses ne seront potentiellement jamais comme avant. Comment est-ce que dans ces changements-là, je peux y retrouver de l'épanouissement, ou à minima, si c'est pas de l'épanouissement à proprement parler, mais du bien-être et un équilibre suffisant en tout cas, pour pas être dans la douleur ou la souffrance plus ancrée et plus permanente. Ce qui m'a aidé dans mon processus de deuil et d'acceptation, qui n'est d'ailleurs pas terminé, c'est d'entendre que c'est ok si dans 5 ans ou 10 ans, je me dis que j'aurais préféré que ça n'arrive pas. Et c'est ok si je trouve rien de positif dans cette expérience. Ça m'a enlevé un poids de dingue, vous ne pouvez pas l'imaginer. Ça m'a aussi déculpabilisée, parce qu'on nous répète à l'envi pour tenter de nous aider à traverser ces moments difficiles des formules du type « c'est dans les épreuves qu'on l'on apprend et que l'on grandit » ou que ça va nous rendre meilleurs, ou encore que c'est un mal pour un bien. Spoiler alerte, ça ne l'est pas. Je ne vois rien de positif et je me serais bien passée de ces épreuves, d'autant plus que j'étais bien dans ma vie d'avant. J'étais alignée avec mes choix et mes envies. Depuis l'annonce, en juillet 2024, je suis passée par différentes phases de tristesse, de colère, de résignation, mais aussi par des moments où j'avais l'impression que j'avais fait un pas en avant, et puis boum, il se passait quelque chose et hop, je repartais dans la tristesse et je me disais « c'est ça ma vie maintenant ? Je dois me contenter, me satisfaire de faire que ça, mais quelle tristesse !» Alors, tout n'est pas tout noir non plus. Je sais que j'ai avancé puisque je ne me compare quasiment plus à la personne que j'étais avant. Je ne dis plus « avant je pouvais faire ci ou ça, avant je pouvais tenir plus longtemps ». Ça m'a pris d'ailleurs un bon moment de ne plus faire de comparaison. J'écoute davantage mes besoins et mes signaux d'alerte. Je pose aussi mes limites. Par exemple, je me force de moins en moins à entrer dans le moule de la normalité et si les autres ne s'adaptent pas, tant pis. D'ailleurs, j'accepte de moins en moins de m'adapter lorsque les autres peuvent le faire, sachant que cela ne leur coûte rien, alors que si je m'adapte, j'en paye le prix fort. Je sais aussi mieux identifier quand j'atteins mes limites, même si ce n'est pas parfait et que je les dépasse encore trop souvent. Parce que fondamentalement, j'ai envie de faire des choses et que c'est extrêmement dur de se limiter. Et quand on a fonctionné d'une certaine manière, dans mon cas pendant 35 ans, ce n'est pas simple de fonctionner autrement du jour au lendemain. Cela prend du temps de s'adapter, de trouver une autre façon de faire et de vivre, et, je dois vous le dire, un peu trop à mon goût. Une problématique qui me taraude en ce moment et sur laquelle je travaille, c'est que même si je fais des tas de choses, même s'il y a des moments positifs, ils ne sont pas suffisamment nombreux, ou en tout cas, quand bien même je vis des moments positifs, le coût qui est associé est important. Il ne compense pas les moments difficiles, et même ce prix à payer efface souvent l'expérience positive vécue. J'ai tendance à tout voir par le prisme du coût et des répercussions parce qu'ils sont bel et bien là, mais j'aimerais essayer de changer de perspective pour que cela m'aide à mieux vivre ma nouvelle situation. L'entourage, que ce soit la famille, les amis, ont un rôle essentiel à jouer pour aider la personne à passer le cap. J'ai une amie qui, avant même que je ne remarque que j'atteins ma limite, le voit et m'a souvent dit « Sophie, ça va ? Tu veux qu'on rentre ?»
J'ai d'autres amis qui, quand on se voit, vont régulièrement me dire « Si c'est trop bruyant, Sophie, on part. Tu veux faire une pause ? Tu es sûre que tu veux rester ou tu veux continuer ?» Et ça, c'est super parce que on n'est pas seul face à nos difficultés et les autres nous aident à poser nos limites. Et puis dans mon cas, je me sens moins la rabat-joie de service parce que je n'ai pas rappelé sans arrêt, sans cesse, que tel truc n'est pas possible. Un vrai soulagement. Jérémy aussi a été extrêmement bien entouré. En vie personnelle, je dois dire que j'ai eu énormément de chance parce que j'ai été accompagné d'une façon exceptionnelle, je dois dire par ma compagne ou mes enfants, mais même ma famille, mes amis. Tout le monde a toujours cru mes douleurs. Personne n'a remis en question ce que j'ai eu. Personne m'a jamais dit c'est dans ta tête, il faut que t'arrêtes. Tout le monde m'a fait confiance. Les gens ont compris que du jour au lendemain, je pouvais plus écrire de textos, que si je les appelais moins, c'est pas que je pensais pas à eux. Voilà. Aujourd'hui, les gens savent que si je leur écris pas, c'est pas que je veux pas, c'est que c'est très difficile pour moi d'aller sur un écran et que je préfère passer une bonne journée ou une journée plutôt correcte sans aller sur mon téléphone de la journée quitte en écrivant à personne, plutôt que d'aller un peu sur mon téléphone, d'écrire, passer des appels et finalement devoir prendre des cachets à la fin de la journée parce que j'ai trop mal à la tête. Même si mon entourage ne comprend pas toujours, personne n'a jamais remis en question ce que je vivais ou décrivais. Être cru et être entendu est d'une importance vitale pour pouvoir avancer. Je me sais chanceuse et je leur en suis reconnaissante. Comme me l'a confié Edith Louis, présidente de l'AFTCLR, tout le monde n'a pas un entourage compréhensif à l'écoute. Cela complique alors le chemin de l'acceptation. Tout n'est pas parfait pour autant. Parfois, je me heurte à des maladresses de mon entourage, ce qui me renvoie violemment à ma situation de handicap, comme quand on me souhaite que les symptômes disparaissent, alors que cela ne partira jamais. Tout mon entourage ne s'est pas encore non plus adapté à ma nouvelle situation, ce qui parfois me frustre et m'agace. Mais je sais bien que ce n'est pas non plus simple pour l'entourage qui doit lui aussi passer par une phase de deuil et accepter que la personne que l'on aime, notre frère, notre sœur ou notre ami, n'est plus tout à fait la même personne, comme le racontent Jérémy et Edith Louis. Les gens plus ou moins proches mais plus ou moins loin, c'est-à-dire qu'on va dire la famille, les amis, qui eux, vous les voyez un peu au quotidien mais ils vivent pas avec vous. Donc eux arrivent plutôt bien à s'adapter mais sont tristes pour vous. Et après, il y a les deux côtés assez proches qui sont chez vous, votre compagne et vos enfants. Mes enfants, j'en avais un de 4 ans avec qui je faisais énormément d'activités, énormément de sport. C'était un petit garçon, donc on faisait beaucoup de choses en extérieur. Du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Donc lui, il n'a pas trop compris au début pourquoi on n'allait plus faire du VTT, pourquoi on n'allait plus à Aqualand, pourquoi on n'allait plus faire de l'escalade. Donc lui, au tout début, à 4 ans en plus, on ne comprend pas spécialement. Et j'avais un petit bébé de 6 mois. Donc lui, bon, en gros, il a jamais connu vraiment son papa en pleine forme. Il se rappelle pas de comment étaient ses 6 premiers mois. Et voilà. Donc pour lui, il y a eu moins d'impact. Il a juste toujours connu un papa avec qui il faut faire attention, avec qui il faut pas faire trop de bruit, avec qui il faut pas faire trop d'activités. Voilà. Donc l'adaptation, elle a plus été pour le premier et le grand. Et après, bon, la personne pour qui c'était le plus difficile, ce qui est normal, c'était ma compagne, puisque aujourd'hui, ça faisait 6 ans qu'on devait être ensemble à peu près. Donc elle connaît une personne, et on va dire, elle s'est mise en relation avec une personne qui avait une certaine personnalité. Elle la voit souffrir, puis changer petit à petit un petit peu. Donc pour elle, ça a été difficile, mais voilà, comme je disais, elle a toujours eu confiance en moi et confiance en ce que je disais. C'est-à-dire quand je disais que j'avais besoin de repos, de ne pas sortir, d'aller voir un médecin. Elle m'a toujours accompagné, on a testé des énergéticiens à 3 heures de route, un samedi dans le mois, et elle faisait les allers-retours alors qu'elle travaillait. Enfin, elle m'a toujours suivi dans tout ce que j'ai voulu mettre en place et m'a accompagné partout. Je peux vraiment rien lui reprocher dans tout ce qu'elle a fait. Je sais pas si... J'espère que j'en aurais fait autant, mais quand je me rends compte par quoi elle est passée, c'est énorme. Et après, par contre, vous culpabilisez parce que c'est un peu, je sais pas, comme si vous étiez malade, atteint d'une maladie grave, vous vous dites, mais la personne, elle s'est mise avec quelqu'un, mais là, je lui gâche la vie. Là, elle profite pas, elle va pas au resto, elle sort pas à cause de moi, elle a envie d'aller voir un concert, on peut pas y aller. Et du coup, vous culpabilisez beaucoup. Parce que vous avez l'impression de pas lui donner ce que vous lui avez promis presque en vous mettant ensemble. Donc c'est aussi un gros travail à faire sur soi et sur la relation peut-être, mais ouais, c'est pas évident. L'entourage, il peut aider, ça passe par la compréhension. Tant qu'il n'y a pas de compréhension, il ne peut pas y avoir d'adaptation. Et c'est ce qu'on dit à propos de tous les TC. La personne qui a un TC léger, modéré ou grave, elle va avoir des difficultés d'adaptation. Donc c'est à l'entourage de s'adapter. Et ce qui est compliqué, complexe pour l'entourage, c'est que c'est pas une adaptation où on s'adapte
une fois pour toutes. Non, c'est une adaptation continue en fonction de ce qui se passe, en fonction de la fatigue, en fonction des réactions. Et justement, une fois que la famille est sensibilisée à ce genre de problème, s'il y a une réunion de famille, par exemple, elle peut demander aux gens de ne pas faire trop de conversations parallèles. Elle peut faire attention au niveau de la télé, être vigilante au niveau de fatigue, par exemple, et se dire que si tout d'un coup il y a de l'irritabilité, c'est peut-être que la personne est fatiguée, et donc peut-être l'entourage peut aider la personne à anticiper et à ne pas dépasser son seuil de fatigue. Le processus d'acceptation passe aussi par le fait d'accepter de ne plus faire certaines choses ou de les faire différemment. L'adaptation, c'est le mot clé. Jérémy nous raconte d'ailleurs où il en est aujourd'hui, 4 ans après son TC dit léger. Aujourd'hui, c'est quand même difficile de se mettre des barrières, d'avoir le pied constamment sur le frein toute la journée, parce que vous savez que si vous ne le faites pas, vous ne tiendrez pas toute la journée. Ça, c'est difficile. On essaie de s'adapter en refaisant des petites choses du quotidien. Si on peut aller au restaurant, on va aller au restaurant. On peut plus aller au cinéma, c'est pas grave, le cinéma, c'est fini. Les boîtes de nuit, c'est fini. Les festivals, c'est fini. Faites d'autres choses. Professionnellement parlant, je suis associé à un couple d'amis à moi, en fait, dans l'hôtellerie. Mon objectif, en fait, quand j'ai été licencié de mon travail, c'était de retrouver quelque chose qui me permet de m'épanouir et qui s'adapte à mes difficultés. Et aujourd'hui, pour m'épanouir, j'ai aussi besoin d'avoir un métier où j'ai des responsabilités, quelque chose que j'ai un petit peu toujours eu. Et donc le fait d'être un peu son propre patron, ça vous permet d'avoir énormément de responsabilités, mais aussi un emploi du temps qui peut être modulable en fonction de vos besoins. C'était primordial. Et l'association que j'ai fait donc avec ce couple d'amis, que je connais depuis très longtemps, eux connaissaient tous mes problèmes. Ils étaient là pour l'accident. Donc c'est-à-dire qu'en s'associant avec moi, ils connaissent mon état de santé, ils connaissent mes difficultés, donc s'il y a un jour où ça va pas, et il n'y a pas de... Voilà. Et personnellement, après, on va de l'avant. On refait un maximum de choses en extérieur, on ressort, on teste un peu ses limites, on essaie d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on allait avant, puisqu'on se connaît et on sait que si ça allait pas, on va prendre les cachets qu'il faut pour, on va dire, se détendre un petit peu, ou détendre un peu les douleurs, et se reposer dans les jours qui suivent, jusqu'à ce qu'on puisse repartir. Mais après, pas d'avancée extraordinaire. Voilà, on s'adapte. Au quotidien, on s'adapte, on essaie de refaire un maximum de choses d'avant, des activités avec les enfants, et on supprime définitivement les activités et on les oublie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais qu'aller au cinéma, c'est même pas dans un projet. C'est quelque chose que j'ai totalement barré. Mais par contre, peut-être qu'à la place, on va aller faire une sortie au théâtre, un truc qu'on n'a jamais fait. En tout cas, c'est dans mes projets, pour essayer de refaire quelque chose d'un peu nouveau et de m'ouvrir à d'autres choses. De mon côté, je suis toujours dans ce chemin de l'acceptation. Je n'ai pas repris de travail salarié, je fais des prestations de temps à autre. Ma priorité est de trouver un équilibre pour ne plus faire d'efforts surhumains, ne plus déployer une énergie que je n'ai plus, ne plus payer un prix exorbitant du fait des efforts que j'ai faits et surtout ne plus m'infliger l'épuisement. Je cherche ce point qui me permettra à la fois de continuer à travailler dans le domaine qui me passionne, tout en ayant une vie personnelle, sociale et familiale. Cette perspective est malheureusement encore lointaine, mais chaque jour, j'essaye de m'en approcher un peu plus. Je vois aussi que j'ai récupéré des facultés par rapport à il y a 2 ans ou 5 ans, et ça aussi c'est encourageant. Réaliser ce podcast, partager ce que Jérémy et moi avons traversé avec vous, contribue aussi à ce chemin de l'acceptation. J'ai voulu faire ce podcast pour que d'autres ne vivent pas ce que nous avons vécu et vous montrer que vous n'êtes pas seul. Quand j'ai recueilli le témoignage de Jérémy, je lui ai demandé quel message il souhaiterait faire passer. Je lui laisse le mot de la fin. Donc le message que j'ai peut-être envie de faire passer, c'est ayez confiance dans les personnes avec qui vous vivez. Si elles vous disent qu'elles sont pas bien ou autre, faites-leur aussi confiance, accompagnez-les, aidez-les, parce qu'on a besoin en tout cas d'être entouré dans ces moments-là. La première chose que j'aurais aimé entendre pendant très longtemps, c'était « t'es pas tout seul ». Quelqu'un a déjà eu ce que t'as. Parce que vraiment, la première année, j'ai l'impression que j'étais le seul dans le monde à avoir ça. Vous voyez les spécialistes, personne ne sait trop rien, etc. Et vous n'avez pas l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui en a eu un aussi et qui a les mêmes douleurs un petit peu que vous, les mêmes problématiques. Donc déjà, j'ai envie de dire à cette personne, t'es pas tout seul. Tout ce qui se passe dans ta tête, c'est réel. Voilà, c'est des vraies douleurs. C'est grave,
sans être grave. C'est-à-dire qu'au début, avec toutes les douleurs que j'avais, les névralgies, etc., je pensais que ça allait être la fin. Et ça allait exploser là-dedans, et que la carafe elle allait péter, et que aujourd'hui, finalement, c'est pas grave, ça met pas la vie en danger. Donc déjà, ça permet de relativiser. J'ai envie de lui dire d'être patiente, parce que finalement, avec le temps, il y a des choses qui s'améliorent. Et après, j'ai envie de lui dire d'être forte, d'avoir du courage. Petit à petit, quand les choses s'amélioreront, voilà, de reprendre sa vie en main dès qu'elle se sent prête. Parce qu'il faut être prêt aussi à, voilà, comme on le disait, à tourner un petit peu la page et reprendre sa vie en main, aller de l'avant et construire une nouvelle vie. Parce qu'il faut en profiter et on ne peut pas rester 10 ans à attendre finalement et à rien construire derrière. Vous venez d'écouter le 3e et dernier épisode de Moi et mon TC léger, une mini-série de vivre avec un traumatisme crânien. Un grand merci à Jérémy, Claire Jourdan, Edith Louis, Marina Levavasseur, Mélissa Dardet et Jennifer Hernandez d'avoir accepté de répondre à mes questions et d'avoir témoigné dans ce podcast. Je tiens aussi à remercier ma famille et mes amis pour leur patience, leur compréhension et leur soutien. Sophie Lemaître a écrit et enregistré les épisodes de Moi et mon TC léger. Manuel Perreux a réalisé le montage et la musique. Ce podcast est réalisé en partenariat avec l'AFTC-LR, l'association des familles de traumatisés crâniens et cérébrolésés du Languedoc-Roussillon, avec le soutien financier de l'Agence régionale de santé de l'Occitanie.